Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode, ce nouveau bada de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, pendant lequel je reçois Constance Rivière, qui est à la tête du musée de l'histoire de l'immigration et qui vient de publier un roman, La vie des ombres, dont nous avons parlé dans notre précédente conversation, roman qui tourne autour et qui descend en profondeur dans l'œuvre d'un documentariste tout à fait original, qui est Frédéric Waisman. Constance Rivière, vous êtes normalienne, vous êtes énarque, vous êtes membre du Conseil d'État, vous avez eu des activités professionnelles diverses, mais vous avez déjà dans notre précédente conversation mentionné l'une de ces activités sur laquelle je souhaitais vous interroger, qui est de travailler avec le défenseur des droits, en l'occurrence Jacques Toubon, qui a été un très actif défenseur des droits, qui a beaucoup contribué à l'installation de cette instance dans la République, et qui est une instance pas très bien connue. J'avais reçu ici un délégué du défenseur des droits du bas de l'échelle, quoi qu'il s'agisse d'un inspecteur des finances et polytechnicien à la retraite, mais qui reçoit dans un arrondissement de Paris des doléances des différentes personnes. Qu'est-ce que vous avez vu, appris et regretté ou espéré pendant cet épisode auprès du défenseur des droits ? Alors, j'ai travaillé pendant 5 ans comme secrétaire générale du Défenseur des droits, d'abord, comme vous le dites, avec Jacques Toubon, puis avec la défenseur des droits actuelle, Claire Hédon. Et pour le dire très vite, parce qu'il y aurait énormément de choses à en dire, le Défenseur des droits, c'est une institution qui a pour charge, en quelque sorte, de réparer les défaillances de l'ensemble des autres administrations et services publics, de lutter contre les discriminations, de défendre les droits des enfants et aussi de contrôler la déontologie des forces de sécurité. Ce que j'ai appris, peut-être, je donnerai une leçon que chacun des 2 défenseurs des droits m'a transmise et que je garde très précieusement dans la suite de ma vie professionnelle. Jacques Toubon, il m'a appris une chose. Il m'a dit, quand il m'a demandé de venir le rejoindre, attention, chez moi, le principe de réalité n'existe pas. Alors, je sortais de 5 ans à l'Élysée, où le principe de réalité, je voyais bien ce que c'était. Et je lui ai dit, mais le principe de réalité, c'est quand même la vie qui nous gouverne, ne peut pas s'en passer. Il me dit, partout ailleurs, mais chez le défenseur des droits, nous, on doit dire ce qu'est le droit. On doit avoir une exigence extrêmement forte et la poser. Parce que si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Il y a des gens qui s'occupent du principe de réalité, et nous, on essaye de porter les droits à leur plus haut niveau. Et je pense que c'était très fort de dire ça, parce que ça oblige aussi à se dire que on n'est pas forcément obligé de s'arrêter à mi-chemin parce que c'est difficile d'aller au bout du chemin. On peut aussi essayer de regarder quel est le bout du chemin et d'aller le plus loin possible. Et puis Claire Hédon, qui est défenseur des droits depuis maintenant 3 ans, qui a été avant présidente d'ATD Quart Monde, qui a un rapport à l'institution qui vient totalement d'ailleurs, puisque elle, c'est vraiment de son rapport, en quelque sorte, à l'humanité souffrante qui l'a amenée à être défenseur des droits. Elle disait souvent une chose, c'est ne pensez jamais que vous pourrez prendre les bonnes décisions sans écouter les personnes qui sont concernées par les décisions que vous prenez. Vous devez toujours entendre ce que les gens vous disent. Et un jour, on avait été en réunion avec un préfet en charge de l'accueil des gens du voyage. Et il faisait une grande stratégie pour améliorer l'accueil des gens du voyage, avec beaucoup de bonne volonté, pas du tout... Et à un moment, la défenseur des droits lui dit mais sur leurs conditions de vie, que vous ont dit les gens du voyage que vous avez rencontrés ? Et elle dit mais je ne les ai pas vus, ils ne seraient pas objectifs. Et je crois que cette phrase-là, elle est absolument extraordinaire, parce qu'elle dit quelque chose aussi d'un fonctionnement administratif classique qui est objectif. Est-ce qu'après tout, la subjectivité ne doit pas faire partie aussi des raisons pour lesquelles on mène une politique publique ? Voilà, c'est 2 leçons. Qu'est-ce qui manque, à votre avis, aux défenseurs des droits, je veux dire à l'institution, non pas à Claire Hédon ou à Jacques Toubon ?
Ce qui manque à l'institution, je pense que c'est, l'institution, elle fonctionne, à la fois, pour, le traitement de réclamations, donc de personnes qui sont en difficulté et qui la saisissent. Il y a 500 délégués sur l'ensemble du territoire qui, reçoivent les personnes, qui peuvent prendre le temps de les accueillir et moi, je crois que dans une période où la dématérialisation progressivement s'empare de l'ensemble du fonctionnement des services publics, ce dont a besoin le défenseur des droits, c'est de moyens humains pour pouvoir remettre de l'échange là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La dématérialisation, elle présente des avantages. Quand ça marche incontestablement, ça va beaucoup plus vite, y compris pour le citoyen, le contribuable, l'assuré social. Mais quand ça marche pas, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient en capacité de retisser ce lien social. Et je pense que le défenseur des droits, ce dont il a besoin, c'est de moyens humains pour fonctionner. Oui, parce que la dématérialisation, quand il s'agit du contact, ce qui remplace le contact avec un fonctionnaire, un représentant d'un service, c'est une catastrophe et incompréhensible. Et on a l'impression quand même que le courant de la dématérialisation est infiniment plus fort que le courant de la réparation de la dématérialisation, qui est celui du défenseur des droits. Oui, non, mais je partage absolument ce que vous dites. Je pense que pour qu'un mouvement comme celui de la dématérialisation puisse fonctionner, il faut déjà ne pas penser que ça va d'abord apporter des économies, parce que pour que ça puisse à terme éventuellement apporter des économies, on doit avoir pensé toute une série de garde-fous extrêmement précis. On vit quand même dans un pays, je ne sais plus qui parlait de la France CERFA, mais où on a toute une série de documents administratifs à remplir en permanence. Et alors, quand on ne rentre pas dans les cases, bon courage. Oui. J'en ai un exemple récent, mais je ne raconterai pas mon existence. Par contre, vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez passé 5 ans à l'Élysée. C'était à l'époque où François Hollande était président de la République et vous avez été sa conseillère spéciale pour la culture. Enfin, l'intitulé était un peu plus administratif que ce que je viens de dire. Mais ce que j'aimerais vous demander, c'est quand on est dans cette position-là, qu'on peut avoir au fond toutes les informations nécessaires, quelle est la vue qu'on finit par avoir de ce paysage culturel français, notamment du spectacle vivant ? Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'il y a en France un spectacle vivant très fort, avec une très grande vitalité. Moi, je suis très impressionnée, en tout cas depuis une dizaine d'années, par l'émergence de toute une génération de metteurs en scène qui arrivent à produire, à partir de textes parfois anciens, une compréhension des enjeux contemporains très puissante et très novatrice, et à mêler aussi les arts, à inventer des formes nouvelles. Et en même temps, le sentiment que tout un écosystème qui a très longtemps fonctionné, qui ne peut pas être rentable, puisque le spectacle vivant public ne peut pas être rentable. Les coûts restent les mêmes, alors même que l'économie se transforme par ailleurs, vit dans une forme d'inquiétude et de fragilité permanente. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier cette tradition française et cette vitalité du spectacle vivant avec un secteur qui, aujourd'hui, est inquiet? Alors, moi, je ne vois cette réalité du spectacle vivant que par en dessous, contrairement à ce qu'on peut voir quand on occupe le poste que vous avez occupé. Et je suis frappé par une chose dont je ne sais pas si vous avez si vous en avez aussi comment dirais-je, l'impression, c'est que la lutte des classes traverse beaucoup le monde de la culture. Il y a d'un côté des gens qui réussissent admirablement à maîtriser le système de la subvention, et de l'autre des gens qui sont dans l'inquiétude, des intermittents qui sont tout aussi, peut-être même davantage créatifs, et qui sont absolument dans l'incertitude et dans l'inquiétude. Et il me semble que, en plus, ceux qui tiennent le haut du pavé, au fond la bourgeoisie culturelle, je les appelle comme ça, sont extrêmement habiles à manipuler les médias et à faire croire que une demande de rendre des comptes à leur égard est une agression contre la culture et une négation de la nécessité d'une politique culturelle. Je ne sais pas si peu ou prou vous validez cette opinion que j'ai encore une fois en voyant les choses au niveau le plus ordinaire.
Ce qui est certain, c'est que le monde de la culture en général, et en particulier dans le spectacle vivant, est extrêmement scindé entre quelques personnes qui réussissent très, 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 très bien. Donc il y a dans le spectacle des acteurs, des metteurs en scène, qui ont un succès formidable, et 90 de ceux qui font vivre le spectacle vivant, qui sont dans une situation qui, à certains égards, est une situation de précarité. Je sais pas répondre à la deuxième question. Est-ce que certains sont plus habiles ou moins habiles ? Je crois quand même que on a la chance en France d'avoir un système public qui permet à beaucoup de gens de se lancer dans ces projets-là de création en ayant la capacité à pouvoir en vivre, et que c'est quand même pas le cas dans tous les pays. Donc il y a aussi cette chance-là qui existe. Je sais pas, parce qu'il y a aussi des différences très grandes en fonction du territoire. À Paris, il y a une offre culturelle qui est tellement riche, tellement diverse, que évidemment, le nombre de spectateurs possibles à un moment n'est pas extensible à l'infini. La vraie question, et ça je ne sais pas si l'impact d'Internet, des réseaux sociaux n'a pas joué aussi, c'est est-ce que on n'a pas augmenté cette fragmentation entre ceux qui sont dans une hyper-visibilité et tous ceux qui essayent d'exister mais qui ne bénéficient pas de l'effet comme ça un peu mécanique où une fois qu'on est visible, on est de plus en plus, et puis tout d'un coup, on émerge et les autres sont moins visibles. Mais ça, on le voit dans tous les secteurs de la culture. C'est la même chose dans le cinéma, c'est la même chose dans la littérature. Alors, autre question qui s'adresse à l'ancienne conseillère culturelle du président de la République, celle de l'éducation artistique, ou de l'ouverture à l'éducation artistique. J'ai reçu ici Sandy Verkruisen, qui est professeur à Aulnay-sous-Bois dans un collège REP+, enfin bref, le bout Rep, du bout, ouais. le bout du bout, et qui se bat beaucoup pour amener les élèves au théâtre, pour faire venir des gens de théâtre dans son collège, et d'ailleurs elle a des résultats, qui utilise aussi la radio avec ses élèves, qui utilise le pass culture et qui en déplore les limites, et notamment le fait que le pass culture ne permette pas de financer les transports, et ce qui pose quelques problèmes quand on est dans une banlieue un peu lointaine. Bref, est-ce que cette histoire, parce que depuis le temps qu'on parle je ne pose pas la question de la démocratisation de la culture, quand même, je suis pas cruel à ce point-là, mais la question de l'éducation artistique, qui est une sorte de serpent de mer, est-ce que vous avez l'idée de ce qui pourrait en structurer efficacement la réalité ? Alors moi, je crois deux choses là-dessus. D'une part, que les gouvernements, malgré les difficultés répétées, ont raison de continuer à s'acharner, à essayer de faire de l'éducation culturelle et artistique une priorité, parce qu'il faut déjà le vouloir pour commencer à faire des choses. Mais je pense qu'il y a une première limite qui n'a jamais été vraiment posée, c'est à quoi ça mène. Et en réalité, on a aujourd'hui en France des écoles d'art qui sont des écoles extrêmement prestigieuses dans le cinéma, des beaux-arts, qui sont, me semble-t-il, des écoles qu'on n'a jamais intellectuellement connectées au système éducatif français. Or, de se dire que l'art et la culture sont des lieux possibles d'apprentissage et de découverte, c'est très bien, mais c'est aussi des lieux de création et de participation, et peut-être même de métier. Et pour que ça ne soit pas confisqué par des personnes qui ont des parents soit déjà dans le métier, soit qui ont une confiance ou des finances suffisamment importantes pour assumer de prendre ce risque-là, de laisser leurs enfants se diriger vers ce type de carrière, il faut aussi qu'on ait un système éducatif qui soit accompagnant. C'est le cas dans le monde du sport, par exemple. Et quand on voit le succès de la maîtrise populaire de l'opéra comique qui fait venir des jeunes qui les accompagnent dans les meilleures classes, qui leur donnent une formation, là, on est aussi dans une éducation artistique et culturelle qui me semble extrêmement intéressante et porteuse. Je dis pas qu'il n'y a pas une nécessité à ce que ça s'inscrive dans les cursus de tout le monde. Je dis juste que si ça n'apparaît que comme une forme d'échappée ou de divertissement et non pas comme quelque chose de constitutif de la possibilité de construire sa propre vie, sa propre carrière, sa propre pensée, on s'arrête un peu à mi-chemin. Alors, ce que vous venez de dire à propos de l'opéra comique est en train d'être répété à la Philharmonie. Avec d'ailleurs, ça n'est pas d'autant moins étonnant. Il n'y a pas de hasard, puisque l'ancien directeur de l'opéra comique est parti à la Philharmonie avec tout à fait. Mais ça se traduit. Enfin, d'abord,
ceux qui ont succédé à Olivier Mantéi, en l'occurrence Louis Langret, continuent. Et Olivier Mantéi a transporté cette ambition à la Philharmonie avec un succès qui se traduit par une augmentation de 58% de la fréquentation payante des jeunes au concert de la Philharmonie. Ça passe entre autres d'ailleurs, cette popularisation dans les milieux jeunes passe entre autres par la pratique et par la pratique amateur. Constance Rivière, nous avons dérivé très normalement selon l'usage de cette émission, mais nous parlerons du musée de l'histoire de l'immigration. Nous en parlerons pas plus tard que dans notre prochaine conversation. Et je vous remercie de ces deux précédentes.